nous allons reprendre cette partie sur les luttes qui sont mises en place et les actions qui sont menées, les actions protestataires contre le Grand Stade. Donc nous avons plusieurs intervenants qui nous ont rejoints. Donc Jérôme, secrétaire régional du Parti Pirate. Jesse, un zadiste de la Butte de Dessines, donc qui nous présentera ce qu'est la Butte de Dessines plus tard. Et quelques représentants du collectif en soutien à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui sont aussi très impliqués dans la lutte contre le projet du Grand Stade. Donc je vais poser une question à Jérôme. Donc comment réagissez-vous face On parlait tout à l'heure de la prise de décision qui a été faite au niveau des élites, au niveau des politiques. On parlait de la passivité des populations. Quelle est votre position, vous, vis-à-vis de l'implication de la population grand-lyonnaise sur ce projet-là? Et est-ce que vous avez une explication à cette pseudo-passivité de la population? Alors bonsoir. Pour la passivité de la population, l'explication, c'est vrai qu'elle est un peu délicate à trouver. L'information est là. Tout ce qui a été dit ce soir, c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, vu que c'est mon terrain de prédilection. L'information est là. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller chercher cette information. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez des impôts, vous parliez du chômage, les gens sont bien matraqués. Et disons que c'est un problème qui leur paraît secondaire, je pense. Actuellement, les gens courent après l'emploi, courent après leurs impôts, puisque ça va augmenter. Là, ce stade en est une raison supplémentaire, mais je pense qu'actuellement, c'est pas ce qui arrive en priorité dans la tête des gens. On a quand même une crise économique qui date de 2008 et qui n'a pas fini d'être dégorgée. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau a déjà du mal à passer, je pense. Donc les gens ne font pas le lien avec ces sommes d'argent public dépensées pour le stade et la hausse des impôts qu'ils reçoivent chaque année. Alors, faire le lien, je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure. Les gens ne font pas le lien entre toutes ces petites décisions, donc petites à l'échelle d'un État, et effectivement ceux qui reçoivent début septembre avec leur feuille d'impôt, les impôts locaux et ainsi de suite. Par rapport à ce lien, justement, je vais profiter de cette tribune pour parler en tant que grand Lyonnais, puisque Dessines a pour moi, même si je n'habite pas à Dessines a pour moi une signification particulière. J'ai un enfant qui est né il y a 5 ans à Dessines. Il est né dans une clinique qui s'appelait Champfleury. Pour l'anecdote, cette clinique était la dernière clinique à proposer des accouchements avec la roue Romana, des accouchements dans une piscine. Et cette équipe était super. Grâce à cette équipe, qui nous a bien mis en confiance, ma compagne et moi-même, on a pu vivre cet accouchement comme un bon moment. Et je pense que tous les gens qui ont connu cette clinique gardent au fond d'eux une trace, une certaine tendresse pour cette clinique. Aujourd'hui, cette clinique est fermée. Alors elle est fermée pour une obscure raison d'assurance, parce que un jugement aurait mis en porte-à-faux des pédiatres. Enfin, voilà, une clinique qui était remplie, parce que les gens venaient de loin, pour aller bénéficier de ces prestations, qui rendait un véritable service public, certes, mais humain aussi. Cette clinique, elle est fermée. Donc, vous parlez du lien entre les choses. Vous voyez, moi, ce lien, il ne vient pas immédiatement, mais quand on parle de Dessines, quand je pense à cette clinique, à cette équipe qui avait été formidable, et à ce stade, qui est un truc complètement artificiel, qui est complètement décroché de l'histoire de Lyon, j'ai un espèce de mauvais goût derrière la gorge, un peu comme quand on mange un cœur d'artichaut. Vous voyez, ça fait grincer les dents et ça râpe le fond de la gorge. Donc, il n'y a pas de lien immédiat, mais pourtant c'est lié. Et je pense que les Lyonnais ressentent tous ça. Donc c'est difficile de motiver les gens sur des gros problèmes comme le stade, alors qu'ils sont eux-mêmes accaparés par d'autres petits problèmes. Mais pourtant, c'est lié. Donc il faut simplement faire prendre conscience à tout le monde que tout ça est lié. Donc on va continuer avec Jesse qui est zadiste sur la butte du Biézin. Donc je te laisse parler. Voici un témoignage. Bonjour à tous. Je suis Jesse de la ZAD de Dessines. Alors, pour parler de la ZAD de Dessines, je dirais que
Moi personnellement, j'y suis arrivé il y a 1 an et demi, la date à laquelle elle a été créée. Tu peux d'abord expliquer ce que c'est qu'une ZAD pour tout le monde ? Bah, justement, j'y viens, je pars de là. Où est-ce que j'en étais ? Désolé, c'est 1 an et demi. Et j'y suis passé par... et j'ai effectué plusieurs passages en fonction du temps sur cette ZAD, allant de 15 jours à 3 semaines, quelques mois. En tout cas, j'ai pu voir ce que c'était ce lieu. Pour info, je tiens à préciser que je ne connais pas vraiment d'autres ZAD, autrement que par leur réputation. Je connais que celle de Dessine. Et de ce que je peux en dire, de ce que j'ai vu, c'est, grosso modo, c'est un lieu qui, tout au long de 1 an et demi de lutte, a eu un nombre incalculable de visages. On est parti d'un tout petit groupe de gens qui avaient certaines revendications. Un grand nombre de gens sont passés, ils en avaient plusieurs autres. Et un grand nombre de visages. Et je pense que c'est ça, en fait, ce qui définit le mieux ce que c'est une ZAD. C'est-à-dire que, pour le définir vraiment, je pense qu'il faut dire que c'est un lieu d'émergence des luttes, un espace ouvert où se concentrent, où peuvent se rencontrer absolument tous les militants anti-système qui puissent se trouver à proximité, ou des militants potentiels. La création de ce stade est un catalyseur de ce lieu. En fait, pour revenir dans l'histoire, le concept de ZAD a été inventé par un écrivain qui s'appelle Hakim Bey. Je fais un rapide retour, qui a inventé le concept de TAZ, Temporary Autonomy Zone. Et c'est exactement ça ce que c'est une ZAD, c'est-à-dire que c'est un lieu temporaire où on peut organiser un lieu qui n'est pas régi par les lois du système contre lequel on lutte, et où les militants peuvent se rencontrer et militer à loisir, c'est-à-dire converser et créer des actions sans l'influence de ce système. Alors tout ce qui rassemble les zadistes, et c'est là la complexité de la ZAD, et c'est pour ça que je parlais de tous ces visages, c'est parce que en fait la création de ce stade est un catalyseur, comme je le disais, de ce lieu. Elle ressemble des gens qui sont plus choqués par l'expropriation des terres des agriculteurs, d'autres... pour parler grossièrement en mode un petit peu plus éco-terroriste, sont plus intéressés par la destruction de la nature. Il y en a d'autres qui voient ça d'une manière un petit peu plus, j'oserais le dire, un petit peu plus large, c'est-à-dire que ce stade, comme tous les intervenants l'ont évoqué avant, est un symbole de corruption, de trafic d'influence. On est en train de parler de la création, non pas d'une bibliothèque ou je ne sais pas, de quelconque cinéma, mais non d'un stade de foot. Un stade de foot, ça veut dire des bars à côté, des endroits où on peut clairement dépenser son argent, en fait, des temples consommationnels. Et c'est contre ça que pas mal de gens veulent se rebeller, c'est-à-dire quelque chose cristallisé par le stade, mais qui représente également quelque chose de plus grand que le stade. Un système qui vend une espèce d'ordre basé sur la consommation et qui... et tous les militants zadistes vous le diront, qui avilit et délétère un petit peu pour l'être humain qui veut être libre. C'est le symbole oppressif c'est le symbole d'un système oppressif qui agit par la suppression des libertés. On construit un stade, on vous demande pas votre avis, on exproprie vos terres. Ça se fait via des voies corruptionnelles auxquelles on n'a absolument aucune manière d'interférer. C'est de l'abêtissement pur et simple, c'est du football. Désolé pour ceux qui aiment le football. C'est de la vente d'alcool, c'est tous les maux du système qu'ils dispersent pour contrôler les gens et leur faire se lever le matin à 8h30 pour qu'ils taffent, qu'ils dépensent leur premier mois de salaire en biens consommationnels. C'est de l'ordre établi basé sur un culte du loisir permanent. Et c'est ça qui rejoint tous les zadistes. Et pour parler justement des zadistes, et je finirai vraiment là-dessus sur la ZAD et les zadistes, puisque ce sont deux choses qui sont liées mais un petit peu différentes, puisqu'il existe plein de zadistes et un seul concept de ZAD, c'est ce que j'ai voulu exprimer ici. Un zadiste, par définition, et c'est extrêmement simple, un zadiste monte des ZAD. C'est-à-dire que c'est un militant qui arrive sur un lieu qui est stratégique pour la lutte. En ce qui concerne la butte du Biézin, c'est un lieu qui va être détruit et qui va servir à la construction d'une route desservant justement ce stade et facteur de tant de problèmes d'embouteillage et ce genre de choses. Et donc le zadiste arrive sur ce lieu et le zadiste est quelqu'un qui peut monter une ZAD, c'est-à-dire un lieu autogéré dans des conditions difficiles, le froid, le chaud, la pluie,
le CRS, le garde mobile, mais ça on n'a pas encore trouvé la technique super efficace. Mais en tout cas, il peut autogérer ce lieu sans grand apport d'argent. Il est très motivé dans la survie en zone urbaine ou en zone rurale. Il peut donc créer un lieu sur place qui peut servir à d'autres militants. Donc une ZAD est plus qu'un lieu autogéré, c'est un espace ouvert où peuvent se rencontrer des militants. Et avec ce lieu autogéré, agir en tant que militant sans l'oppression d'un système qui évidemment va les bloquer s'ils font ça ailleurs. C'est un peu le même concept qu'un squat. Une zone d'autonomie temporaire, une zone à défendre où on peut agir sans les influences systémiques. Pour finir très rapidement, et c'est ce qu'on a beaucoup reproché aux zadistes aussi, c'est que les zadistes montent une ZAD, et j'aimerais dire au nom de tous les zadistes que j'ai rencontrés, tenir une ZAD, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut des gens en permanence sur le lieu, il faut amener de la nourriture sur ce lieu, il faut construire des habitations, il faut qu'on puisse se prémunir à tout type de climat. Et on a souvent, et là je vais dire clairement les choses, on a souvent reproché aux zadistes d'être une bande de glandeurs à occuper la campagne et à rien faire de la journée. Mais ça c'est vrai. Enfin, ils le font. Mais c'est utile. C'est un mode de rébellion zadiste. Ils tiennent un lieu, ils en assurent la sécurité et l'approvisionnement. C'est ça un zadiste. Et d'autres zadistes arrivent ou partisans de ZAD et entament un militantisme extérieur à la ZAD. Et là, c'est là où le travail de zadiste est encore plus dur. C'est-à-dire qu'il occupe un lieu, il le rend opérationnel pour d'autres militants, mais en plus, les zadistes interviennent en tant que militants extérieurs à l'extérieur. Beaucoup de gens se sont rencontrés sur des ZAD et ont formé divers groupes opérationnels actifs pour freiner physiquement et symboliquement la grande machinerie oppressive du système. Je veux bien sûr parler de résistance et de sabotage. Donc, et ces gens-là, on peut les trouver sur des ZAD. Donc ce sont des zadistes qui font ça. Et donc le zadiste a de multiples rôles. Ils sont tous complexes. C'est quelque chose qui mérite vraiment une attention particulière et un soutien particulier, parce que ça peut vraiment être le cristalliseur de quelque chose d'important pour créer quelque chose de nouveau. Une ZAD dans le concept. Et aujourd'hui dans la lutte, vous en êtes où ? Dans la lutte, on en est où ? J'y viens. Une ZAD, je finis là-dessus. Une ZAD, c'est majoritairement le concept, c'est de proposer quelque chose qui est différent du système mis en place. Donc dans la lutte actuellement, la ZAD de Dessine va continuer à proposer ça. On a prévu une réoccupation le 17 du mois prochain. Le 17 en arrivant, on va réoccuper la colline de la butte de Biézin en partant par l'arrière, c'est-à-dire depuis Chassieux, alors qu'avant on passait par l'avant, c'est-à-dire depuis Dessine. Et lieu proche des chantiers. Si ça intéresse les gens et s'il me reste un peu de temps, j'ai un communiqué, parce que les zadistes ont fait comme ça, on répond, on se présente et ensuite on lit un communiqué. Donc si je peux lire un communiqué, ça dure 2 minutes. Citoyens, citoyennes, frères et sœurs humains de ce monde, les zadistes de Dessine vous informent que la lutte continuelle, acharnée, fraternelle, contre le silence, le sombre, le trouble, l'ordre établi, le mensonge permanent, plusieurs fois victime de la puissante machinerie systémique qui muselle et enchaîne tous ceux qui désirent imaginer simplement une autre façon de faire avec la nature, les hommes et leur société. Ce musulman est évidemment l'apanage de ce qui ne peut être dit, de ce qui ne peut être même considéré pour tous ceux qui ont la moindre envie de liberté. C'est bien sûr l'ordre d'un système totalitaire dispersant un ordre factice basé sur la dopamine. Cette lutte continue, elle continue avec la réoccupation, et c'est ça que nous vous informons. La lutte continue, la réoccupation de la ZAD de Dessine est prévue le 17 du mois prochain, en entrant par Chassieux. Rejoins-nous, ceci est un appel à la révolution contre le mensonge et l'esclavage. No Passaran, ZAD partout, ZAD pour tous. Avant de continuer, on peut rappeler que donc il y a 2 ou 3 semaines, 4 militants zadistes ont été interdits de territoire de Dessine-Charpieu pour avoir stoppé des tractopelles à main nue. Et ils seront jugés le 26 novembre. On reviendra sur la dernière partie du débat après la courte pause musicale. Nous allons clôturer ce débat sur OL Land en laissant la parole au collectif en soutien à Notre-Dame-des-Landes.
Donc projection sauvage, déploiement de banderoles, manifestation au cœur de Lyon avec des tracteurs. Voilà, c'est à vous. Bonjour, donc moi c'est Geckos, je suis un des membres du collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes, créé maintenant il y a plus d'1 an. On est tous des personnes qui soutenions la lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes tous allés là-bas quasiment. Et il y a eu beaucoup de collectifs qui sont créés à travers la France pour soutenir cette lutte. Et dont une des demandes des résistants de Notre-Dame-des-Landes était que la lutte rayonne à travers la France. Cette lutte contre les grands projets inutiles et néfastes. Et à Lyon, entre autres, on avait un de ces grands projets qui était très symboliquement inutile et néfaste. Donc, au passage, on a défendu aussi la ZAD qui s'est faite à Dessines. Dans les faits, on participe à plusieurs actions. Donc, par exemple, on a refait des contacts entre le public et les gens concernés, les riverains, les paysans, entre autres. On est allé à la rencontre des paysans et beaucoup de gens de Dessines même ne savaient même pas qu'il y avait des moutons à quelques pas de chez eux. Nous, on a parlé de ça. Il y a eu pas mal de rencontres qui sont faites. Pas mal de personnes d'entre nous qui n'avions jamais touché un légume de leur vie sont allés travailler, entre autres avec Philippe Laya. On donnait des coups de main, porter des bottes de paille, lui donner des coups de main pour réparer sa grange, ce genre de choses. La ZAD a commencé à Lyon, enfin à côté de Lyon, à Dessines, maintenant il y a presque 2 ans en fait, en avril 2011. C'est donc un territoire qui permet à tous les gens de se rencontrer et de faire des choses concrètes. Voilà, discuter du projet, développer des alternatives. Alors il y a plein de gens qui montraient... par exemple, même symboliquement, on a fait un terrain de foot qui coûtait 0 €, juste pour montrer que pour jouer au foot, il y avait peut-être pas besoin de dépenser des millions et de recréer un super stade quand il y en a déjà un à Lyon et qu'on peut faire des petits stades un petit peu de partout. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des jardins. Il y a eu plusieurs jardins là-bas et aussi toute la forêt qui a été un petit peu semée. On a suivi les appels qu'il y avait eu à Notre-Dame-des-Landes de Semtazad, c'est-à-dire ressemer les terres, avec des graines de cocopelli, etc. Donc les gens apprenaient que la terre à côté de chez eux là pouvait être utile, nourricière, et qu'il n'y avait peut-être pas besoin de la bétonner pour la rendre utile. À la ZAD, du coup, il y a eu pas mal de constructions faites et des constructions écologiques. Donc il y avait des militants qui venaient d'un petit peu toute la France, qui ont appris pas mal de choses. Mais du coup, ce terrain était donc un terrain d'expérimentation, d'où sont nées pas mal d'actions. Il y a des gens de la ZAD qui ont fait pas mal d'actions, dont l'autre jour, il y a les tractopelles qui sont venus sur les voies où vont être construites le tramway. Comme on était opposé à ça et que dans les médias, les gens ne savaient pas qu'il y avait encore des recours contre ces constructions, pour interpeller l'opinion, on est allé là-bas pour bloquer les tractopelles. Et il y a des gens, entre autres, qui sont montés pacifiquement sur les tractopelles, qui ont réussi à stopper les machines pendant plusieurs heures. Ils sont descendus de leur plein gré à la fin de journée pour montrer qu'ils n'étaient pas là pour embêter la police et les travailleurs, mais simplement qu'ils voulaient montrer que les travaux n'avaient pas lieu d'être et qu'au moins comme ça, il y avait des images qui ressortaient de ces AMAP qui se faisaient découper, quoi. Donc par exemple, Morel a perdu la moitié de ses AMAP l'autre jour. Je sais pas comment il va continuer à travailler avec seulement la moitié de surface. Il y a l'action aussi de la pierre tombale lancée par Carton Rouge, donc le samedi 16 novembre, pour montrer la chute du groupe OL Group qui est en situation financière catastrophique et qui continue à s'entêter dans ce projet en se ruinant. Donc ce sera à Bellecour, pareil, vous êtes tous invités à venir. Il y a d'autres petites actions comme ça, comme là dans quelques jours, on a un militant de Notre-Dame-des-Landes, Erwan, qui avait avec d'autres personnes, des élus entre autres, s'était mis nu à Notre-Dame-des-Landes. Alors justement, tu parlais des actions militantes. Qui dit action militante dit des fois répression judiciaire. On a l'avocat en face de nous. Qu'est-ce que l'avocat peut proposer à ces militants qui sont légitimes dans leur lutte et qui ont des gros problèmes par la suite, voire de l'emprisonnement, des peines d'emprisonnement? Alors, il y a plusieurs aspects. Effectivement, on va plaider un certain nombre de choses le 26 février. Premièrement, même si c'est un détail, comme on veut frapper fort contre un certain nombre de militants, on leur reproche d'avoir simplement un couteau suisse dans leur poche ou un opinel au titre du droit des armes. Donc il faut savoir que cette loi est extrêmement floue, construite en partie par décret. Donc nous,
posons déjà une question prioritaire de constitutionnalité, parce que cette même législation peut mettre, j'allais dire, tous les scouts de France en prison. Et comme j'imagine qu'à ce moment-là, ils sont bien protégés par le clergé, ça m'étonnerait qu'on les mette en prison. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures sur cette utilisation contre les zadistes de simplement du couteau qui leur permet de trancher le pain de l'amitié, pour reprendre une expression de Léo Ferré. Deuxième chose, effectivement, il y a une loi qui est une loi scélérate, qui est une loi d'exception, qui date du début du 19e siècle, qui est l'opposition à travaux publics. C'est le seul endroit où on n'a pas le droit de s'opposer. Vous pouvez, il y a des législations qui sont faites, on a vu des gens manifester avant la loi, puis après la loi sur le mariage pour tous, on leur dit rien, ils déposent selon la règle avec des responsables et ils manifestent où ils veulent, pour dire qu'ils sont contre la loi. Et là, Coluche disait qu'on pouvait manifester tous les jours de Bastille à la Nation, certes pas au niveau des Champs-Élysées, mais ça c'est Coluche qui expliquait les différences de localisation. Mais il y a une loi qui est scélérate, qui interdit de manifester au niveau des travaux publics. Là aussi, on va s'opposer à cette législation qui n'est pas acceptable dans une société démocratique. Pourquoi les travaux publics auraient un statut particulier par rapport à toute décision publique de toute nature sur laquelle on a encore le droit d'expression, même lorsque les décisions sont prises. Donc on va évidemment développer ces 2 thèses pour essayer d'obtenir la relaxe. Alors après, il y a des arguments effectivement plus conjoncturels, et notamment sur le fait que au moment de la déclaration d'utilité publique de ces travaux, il était clair que les travaux publics ne commenceraient pas avant le démarrage effectif des travaux du stade. Or, les travaux du stade, selon l'Olympique Lyonnais, ont commencé fin juillet 2013. Or, ils ont été poursuivis avant, c'est-à-dire que le Grand Lyon n'a pas respecté la déclaration d'utilité publique et ses engagements de ne pas commencer les travaux avant le stade. C'est un vrai problème qui est posé à ce niveau-là sur le fait. Et comme vous l'avez souligné, les travaux qui sont annulés, on continue les travaux annulés par le tribunal administratif. Donc on méprise aussi les décisions de justice dans cette affaire, ce qui est scandaleux. Donc on veut condamner des gens qui s'opposent à des travaux qui ont été déclarés comme illégaux. Alors, sur ceux qui ont fait des manifestations sur le tramway T3, il n'y en a pas qui sont poursuivis. Ils sont poursuivis, les premiers sont poursuivis pour des travaux qui ont eu lieu selon la police au niveau du stade, et selon le Grand Lyon, au niveau de l'accès sud, puisqu'en fait, il y a une zone très floue de savoir si c'est le stade ou une rue qui était de compétence communautaire. Donc là, il y aura le débat un peu de savoir où ils étaient, s'ils étaient sur le stade ou sur les travaux. Selon la police, ils étaient sur le stade. Donc là, ils ne sont pas en illégalité. Et puis, il y a les travaux qui ont eu lieu plus tard, qui ont été lieu à Chassieux, qui là, manifestement, étaient sur les travaux de l'accès sud, donc des travaux publics. C'est un peu différent, les 2 dossiers. Bien. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres cours juridiques encore à porter devant les tribunaux par rapport à la réalisation du grand stade ? Beaucoup ont déjà été tentés. Est-ce qu'il en reste d'autres ? Alors, l'ensemble des recours essentiels ont eu lieu et aucun n'est jugé définitivement. Vous avez des dossiers qui sont à l'étape du Conseil d'État. C'est le cas de la déclaration d'intérêt général, cette loi un peu d'exception sur les stades, plus le permis de construire, qui est actuellement devant le Conseil d'État. Vous avez les déclarations d'utilité publique des travaux périphériques, les 5 déclarations qui sont à l'étape de la Cour administrative d'appel. Et vous avez très schématiquement toutes les aides économiques, comme la garantie d'emprunt, la vente des terrains, qui sont qu'à l'étape du tribunal administratif. Aucun dossier n'est jugé définitivement, dans un sens ou dans un autre. Et vous avez un 3e tour juridique, puisque c'était un peu le sens de la question, un jour ou l'autre va se poser sur le montage global. Si la Commission européenne qui est en instruction établit qu'il y a une aide irrégulière lors de la cession des terrains, évidemment, il peut y avoir des conséquences d'une autre nature. On a vu un ministre mis en examen pour avoir vendu en dessous de la valeur du marché, mais il n'est pas jugé, il est simplement mis en examen en dessous de la valeur du marché des terrains au niveau de Chantilly. Donc on sait que lorsqu'un maire, lorsqu'un président vend des terrains en dessous de la valeur du marché et qu'il le fait sciemment, c'est toujours la double condition de la faute pénale, c'est faire une faute et de le faire volontairement,
si ces conditions sont respectées, nous sommes devant une faute pénale d'avoir vendu des terrains en dessous de la valeur du marché. Mais pour ça, c'est un dossier qui aura lieu probablement plus tard. Mais si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'au moment où on parle, on peut encore stopper ce projet du Grand Stade à Dessines. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Bien sûr, il peut être encore bloqué. Il peut être notamment bloqué par l'histoire de la vente des terrains. S'il y a une contestation de l'Europe sur les aides économiques, le projet va s'écrouler économiquement. À partir de là, plusieurs scénarios. Soit effectivement, ce qui est un scénario programmé probablement par le maire de Lyon, Gérard Collomb, la revente du projet à un émirat quelconque, Abu Dhabi. On sait qu'ils sont allés à Abu Dhabi et ils ne sont jamais venus nous expliquer ce qu'ils avaient obtenu d'Abu Dhabi. Alors, ou ils n'ont rien obtenu et ils ont eu honte de dire qu'ils n'avaient rien obtenu, soit ils ont caché les avancées et j'allais dire, le parachute de sécurité du projet. Donc il y a un risque, effectivement, que l'ensemble du projet soit vendu à un pays du Golfe. Soit, effectivement, il n'y a personne qui peut reprendre le projet qui s'écroulera économiquement, et à ce moment-là, le stade s'arrêtera à l'étape où il sera. Est-ce qu'on peut espérer une indemnisation conséquente pour les personnes qui sont expropriées à 1 euro le mètre carré ? Alors, ça, c'est un autre dossier qui est parallèle, qui se mène devant le juge judiciaire et sur lequel on a la volonté d'aller jusqu'à l'Europe pour faire juger cette loi, qui est aussi une loi scélérate, qui permet à l'administration de déterminer la valeur des terrains par le classement des terrains au plan local d'urbanisme. C'est-à-dire, vous déterminez que votre terrain vaut rien et après, vous l'achetez, il vaut rien. Et donc ça, c'est évidemment la personne qui est à la fois juge et partie, qui est le Grand Lyon, qui achète les terrains qu'il a lui-même classés en inconstructibles. C'est une loi manifestement scélérate. Et on espère pouvoir faire bouger cette législation française au niveau de l'Europe et au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup. On va conclure. C'est Arthur qui va nous lire la conclusion. Lyonnaises, Lyonnais, tout ce que vous venez d'entendre sont des mensonges éhontés. Jamais notre grand-mère et charismatique leader Gérard Collomb ne s'abaisserait à de telles pratiques mafieuses. De toute façon, quoi que vous pensiez, quel que soit le niveau de persuasion qu'ont éveillé chez vous, ces manipulateurs et ces terroristes alternatifs, les travaux ont commencé et sont protégés par nos forces de répression massive. Quoi qu'il arrive, le stade se fera. Vive notre leader charismatique Gérard Collomb, vive Jean-Michel Aulas et vive le grand stade. Plus qu'un stade d'ailleurs, le parc olympique lyonnais, ultra moderne et fonctionnel, un stade d'élite selon les normes de UEFA, avec pour ambition le match d'ouverture de l'Euro 2016.